Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au chapitre 1 de Géographie première sur la métropolisation, un processus mondial différencié. Les métropoles du monde sont en concurrence, comme on peut le voir ici, sur cette image des plus hauts gratte-ciel en 2019. On y retrouve un certain nombre de métropoles secondaires, comme la Mecque, Dubaï, qui cherchent à se faire un nom au niveau mondial. Leurs gratte-ciel leur permettent d'essayer d'entrer en concurrence avec les autres métropoles. La question d'aujourd'hui sera donc consacrée à des villes inégalement puissantes. Quelle hiérarchie la métropolisation crée-t-elle entre les villes? Les métropoles ont le rayonnement le plus vaste et la plus forte capacité de polarisation des flux à l'échelle mondiale. Des rapports de force s'exercent entre les villes puisqu'elles n'ont pas la même capacité d'influence et de domination économique. Certaines sont qualifiées de métropoles mondiales. Ce sont des grandes métropoles qui concentrent à la fois des fonctions politiques, mais également économiques et financières, ainsi qu'une influence culturelle. Prenons l'exemple de Londres, classée au premier rang dans la combinaison de l'ensemble des critères comme le dynamisme culturel, dynamisme économique, qualité de l'environnement. C'est la première des métropoles mondiales. D'autres grandes métropoles sont également considérées comme des métropoles mondiales. Outre Londres qu'on vient de voir, il y a également Paris, New York ou Tokyo. Ces quatre grandes villes sont parfois appelées villes globales, selon l'expression de la sociologue Saskia Sassen, car ce sont des centres mondiaux de décision parmi les autres métropoles qui comptent au niveau mondial. Ces quatre villes sont au cœur de vastes régions urbaines appelées mégalopoles. On peut le voir ici, pour New York dans la mégalopole américaine. Londres et Paris appartiennent à la mégalopole européenne. Tokyo appartient à la mégalopole japonaise. Qu'est-ce qui caractérise ces mégalopoles? C'est à la fois une forte densité de population, mais également un regroupement de plusieurs métropoles, ainsi que des axes de communication importants. D'autres mégalopoles sont en formation. En Amérique du Sud, entre Buenos Aires et Rio de Janeiro. En Chine, entre Séoul et Hong Kong. En Inde également, entre Mumbai et Madras. Notons qu'on parle parfois de mégalopole asiatique pour englober la mégalopole qui va de Tokyo à Hong Kong, regroupant donc les Japonais et les Chinois. Ces métropoles captent et génèrent des flux puissants de toute nature à l'échelle mondiale et sont reliées entre elles et avec les autres métropoles par des flux qui créent un archipel métropolitain mondial dont on a déjà parlé. Peu de villes cumulent l'ensemble des fonctions de commandement. Une métropole est dite incomplète quand elle concentre des fonctions de commandement dans un seul domaine d'activité. Ainsi, Ottawa, qui serait à peu près ici dans le haut de Toronto, c'est la capitale politique du Canada et elle centralise des fonctions administratives et diplomatiques, mais ne dispose que d'un très faible secteur économique. Ce secteur économique serait plutôt monopolisé par Toronto, qui serait la vraie capitale économique du Canada. Les pays développés comptent de nombreuses métropoles secondaires. Donc on pourrait prendre l'exemple de San Francisco aux États-Unis ou de Milan en Europe ici, donc en Italie, ou encore de Francfort qui polarisent les flux de la mondialisation à un degré moins important et sont souvent spécialisés. Francfort, par exemple, est le siège de la Banque centrale européenne et est spécialisé dans la finance. C'est d'abord une métropole européenne. Certaines métropoles des pays émergents s'affirment également sur leur continent. C'est le cas de Rio de Janeiro, en Amérique du Sud, ou de Johannesburg, en Afrique du Sud. D'autres métropoles du Sud concentrent à l'échelle de leur pays et d'un ensemble régional restreint un poids politique et économique important. Leur influence dans la mondialisation est encore limitée, mais elles peuvent développer des fonctions internationales dans quelques secteurs et sont donc des métropoles en gestation, comme le Caire qu'on trouverait ici au nord de l'Afrique.
certaines autres métropoles ont une influence plus limitée et ne rayonnent qu'à l'échelle de leur pays. Athènes, par exemple, en Grèce, n'est qu'une métropole nationale, car elle ne joue qu'un faible rôle en dehors des frontières de la Grèce. Notons cependant que ce n'est pas nécessairement la capitale politique la plus importante du pays. Ainsi, si on prend l'exemple d'Istanbul en Turquie, cette métropole rayonne à une échelle plus importante qu'Ankara, la capitale administrative de la Turquie. Les plus petites métropoles sont des métropoles régionales des États. Leurs équipements métropolitains sont à l'échelle d'une région ou d'une province. C'est par exemple le cas de Lille. Les métropoles rivalisent pour affirmer leur puissance et attirer cadres, chercheurs, touristes, etc. et mettre en avant la puissance de la métropole. Elles peuvent le faire par différents biais. D'abord en accueillant des événements internationaux. L'Exposition universelle de Shanghai en 2010 par exemple. Ou alors les JO de Rio en 2016. Ou encore les futurs Jeux olympiques à Paris en 2024. Une autre manière, c'est de travailler leur image par le marketing territorial qui va mettre en avant leurs atouts. C'est le phénomène des starchitectes. On emploie un architecte connu pour signer un bâtiment qui deviendra emblématique de la ville. C'est par exemple le musée Guggenheim à Bilbao en Espagne, réalisé par Frank Gehry et que l'on voit sur cette photo. Le but était de relancer l'économie et de transformer l'image de la ville qui était touchée par la désindustrialisation. Ça a bien marché et d'autres s'en sont inspirés, comme ici, au Louvre d'Abu Dhabi, qui doit permettre à cette métropole des Émirats arabes unis de s'affirmer sur la scène internationale autrement que par les ressources issues du pétrole.